mesdames, bienvenue ici au Café Littéraire. Merci de votre patience pour le quart d'heure vaudois. Comme incident, on se dit toujours qu'on va arriver à ne pas le faire, et notamment dans les soirées pas vaudoises, et finalement on y arrive toujours. Et voilà, c'est vrai qu'on aime bien aussi que tout le monde soit installé, que vous ayez pu passer vos commandes. Donc ce soir, une soirée autour de Maria Callas, cette figure, je parlais avec Stéphanie Burkhardt, figure controversée s'il en fut, qui a aussi révolutionné l'opéra tout au cours du XXe siècle, de la partie qu'elle a occupée. Et donc il s'agira aujourd'hui d'une conversation autour de Maria Callas, entrecoupée de quelques extraits musicaux qu'on vous passera. Et donc voilà. Pour la suite de la soirée, donc, vous pouvez discrètement appeler en ordre de nos serveurs et continuer à servir. Ils ont les consignes pour faire le plus discret possible et faire le moins de bruit possible, mais le service continue. Et donc, pour le reste, je vous présente nos conférenciers de ce soir. Donc, c'est Renato Seidel qui présidera un petit peu la soirée, fera le fil rouge. Stéphanie Burkhardt et François Sermet. Donc, c'est la deuxième soirée qu'on organise ici, on pourrait dire des membres de l'ASREP, troisième. Il manque une. On a eu Lou Salomé, la première c'était autour de... La première c'était Lou, et puis ensuite Lewis Carroll. Ah oui, Lewis Carroll, exactement. Et puis autour de Maria Callas ce soir, on envisage d'avoir une sorte de... Stanley Kubrick. Et Stanley Kubrick la prochaine, donc vous voyez, c'est déjà dans le pipeline comme on dit. En tout cas, nous c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau, de voir des têtes fidèles qui reviennent et d'autres qui viennent découvrir déjà cet endroit magnifique et puis qui s'intéressent à autant de thématiques, de formes artistiques différentes. Et pour ceux qui souhaiteraient voir notre programmation, vous avez des petits programmes sur les tables. Il nous reste quelques événements dans samedi, une magnifique soirée autour du Greco. C'est un dialecte des musiques grecques des sud de l'Italie, des Pouilles. Donc il y aura un groupe spécialement qui vient de cette région. Et puis il y aura encore une soirée autour des thématiques, des outils de l'émancipation avec le groupe vaudois de philosophie avec qui on poursuit aussi une programmation. On est au 6e épisode en quelque sorte. Donc voilà, vous pouvez trouver ça sur la fin du programme. Et on est en train de vous concocter le programme de janvier à juin prochain. Voilà, pour l'instant, donc tout de suite, je vais céder la parole à Renato. Et puis, nous embarquons pour un voyage avec Maria Callas. Merci beaucoup, ce sera, j'espère, un vrai voyage. Maria Callas, la grande question, c'est comment a-t-elle pris cette position qu'elle a pris dans le monde de la musique, dans le monde de l'opéra, mais pas seulement dans le monde de la musique, mais aussi dans le monde du théâtre. Elle est allée jusqu'à faire un film avec Pasolini où elle était uniquement actrice. Je vous laisserai découvrir ça avec Madame Burkhardt, qui... je pense que peut-être la meilleure chose, c'est de laisser Madame Burkhardt se présenter elle-même et qui sera aussi commentée par François Sermet, que vous connaissez déjà, professeur honoraire de pédopsychiatrie à Genève, psychanalyste, membre de l'ASREP. Madame Burkhardt, soprano, je vous dis quand même un mot sur elle, soprano qui s'est spécialisée dans l'opéra contemporaine. Actuellement, elle travaille dans la formation des jeunes chanteurs, des petits chanteurs qui sont parfois de vrais stars, mais là tout un travail aussi social extraordinaire au Mexique avec des enfants de Guadalajara. Je vous laisserai dire plus loin. Bonsoir, messieurs, dames. Je suis très heureuse d'être ici et de parler de Maria Callas, qui est une idole infinie, bien sûr. Donc, moi, je suis chanteuse, soprano. Je suis arrivée à Lausanne faire mes études avec la ferme idée de ne jamais chanter du bel canto, jamais du Verdi. Ça... Vous entendez comme ça? C'est encore plus près. Encore plus près? Oui. Dans le micro. Dans le micro, encore plus près. Non, mais je vais vous prendre.
Donc, je reviens. Je suis venue à Lausanne avec la ferme intention de ne jamais faire de l'opéra italien. Jamais, jamais, jamais. Parce que moi, d'origine suisse-allemande, j'aimais Bach, j'aimais Handel, j'aimais Haydn, j'aimais Monteverdi et énormément de musique contemporaine. Mais bon, voilà, les choses vont pas forcément comme vous voulez, et je me suis quand même retrouvée à l'opéra. Et jamais dans le bel canton non plus, mais j'ai fait des opérettes de Offenbach. J'ai quand même fait Parzival de Wagner pendant toute une année, tous les dimanches. J'ai fait quelques rôles de Mozart, et j'ai eu énormément de plaisir. Tout ça, ça a duré 12 ans. Et à un moment donné, j'avais envie de plus de créativité, mais ça, c'est mon problème. Je cherchais un endroit où je pouvais avoir plus de participation à la partition. Donc, je commençais à créer des œuvres, à commander des œuvres à des compositeurs suisses, italiens. Et c'était mon très, très grand plaisir. Entre-temps, j'ai commencé à enseigner, mais moi, j'aime surtout enseigner aux enfants. Les enfants, leur faire découvrir la musique, c'est tellement plus magique, moins compliqué, et ils vont directement là où c'est important, c'est la musique, la voix. Voilà, c'est ce que je fais encore maintenant. Je n'enseigne plus le chant, mais je monte des projets pour le Conservatoire de Lausanne ou pour les opéras en Suisse romande. Donc peut-être vous avez vu récemment le Amal and the Night Visitors, Amal et les visiteurs du soir, que nous venons de faire à l'Opéra de Lausanne, où le personnage principal avait 12 ans. Il portait vraiment l'opéra sur son dos. Et quand M. Seidel m'a demandé de réfléchir et de me plonger dans Maria Callas, vous voyez, moi j'ai un regard peut-être un peu différent. Je viens d'une autre musique que celle de Callas et je viens du monde des enfants. Parce que quand un enfant observe l'opéra, c'est très différent. Vous savez, les collègues vont jamais vous dire « Aïe, 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 pourquoi la Reine de la Nuit a raté ses contreforts ? Déjà il y a une semaine, c'était trop bas, c'était nouveau aujourd'hui. » Jamais on n'oserait dire ça. Jamais. Tandis que les enfants, les Knaben, les Zauberflöte, que j'en ai préparé au moins 3 productions, ils me disent ça sans crier gare. Pour eux, c'est tout à fait normal. Quand on rate quelque chose, on l'a raté. Voilà. Donc, l'idée de me plonger dans le monde de Maria Callas me plaisait beaucoup parce que finalement, j'ai toujours entendu ces disques naturellement, mais je connaissais très très peu de choses. Et depuis l'été, maintenant, depuis que Renato Seidel m'a proposé cette soirée, eh bien j'écoute, et j'écoute, et j'écoute, et j'écoute, et j'écoute, et j'écoute. Et je m'aperçois que j'écoute aussi 20, 30 fois par jour la même version d'un air. Je ne sais pas comment vous dire, je suis devenue addicted à Callas. Et je me suis aperçue que peut-être je ne suis pas la seule, qu'encore même si on fête maintenant les 40 ans de sa mort, il y a plein de jeunes gens qui sont totally addicted comme moi. Mes étudiants et mes enfants qui chantent avec moi connaissent mieux Callas que moi. Ça, c'est extraordinaire. Comme nous avons la plupart de ces enregistrements sur YouTube, vous vous plongez dedans et puis là, vous allez passer des nuits et des nuits et des nuits à vous passionner. Il y a aussi des interviews qui sont sorties, qui sont absolument extraordinaires. Et souvent, les biographies, je les trouve moins intéressantes que les interviews où elle se livre beaucoup plus. On peut lire dans son visage aussi. Voilà. Et j'aimerais commencer cette soirée en vous faisant partager un enregistrement pirate. On ne sait pas d'où il vient. C'est le Anon Giunge, extrait de la Somnambula. Donc c'est la fin de l'opéra où tout va bien, elle a trouvé son amoureux, donc c'est une explosion de joie. Et c'est là que pour moi, on voit le plus la compétence, la artistry de la Callas. C'est-à-dire cette incroyable musicienne qui nous fait un feu d'artifice vocal absolument ahurissant.
Mais je ne sais pas d'où ça vient. C'est certainement pas l'enregistrement de la Scala de Milan qu'elle a enregistré avec Bernstein, parce que Bernstein lui a écrit des autres ornements autour des notes. Parce que vous savez, dans le bel canto de Bellini, donc, on a une ligne de chant, mais le chanteur, il brode autour, il improvise autour d'une mélodie. Mais ça, en général, Callas, elle n'improvisait pas, bien sûr que non. Elle travaillait comme une folle, elle décidait d'une floriture et puis après elle a travaillé jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Donc voilà. Mais ce ne sont pas les fioritures donc, de Bernstein dans cette version que nous allons entendre. Je ne sais pas d'où elle vient. Voilà, donc c'est A non giunge, la Somnambula de Bellini avec Maria Callas. Et ça serait formidable d'écouter tout l'enregistrement. Comme ça, vous verrez comment les gens deviennent complètement fous en entendant la Callas. Voilà. Vous avez entendu, les gens applaudissent à la fin de l'air, même si la musique est parue. Moi, je trouve ce qui serait formidable, c'est qu'on essaie de réfléchir ensemble comment un pareil talent a pu éclore. Est-ce que ça vous dit? Alors, Sofia Cecilia Anna Maria Kalogeropoulos est née le 2 décembre en 1923 à Manhattan, New York. Elle était d'origine grecque. Ses parents ont immigré de Grèce quelques mois avant sa naissance. C'était une famille très très compliquée. Très très compliquée. En 1970, après le tournage de Médée, elle se serait confiée à son amie intime Nadia Stankov. Ma mère ne m'a jamais aimée. Quand je suis née, elle voulait un garçon parce que mon frère Vassilis était mort. En fait, c'est la raison pour laquelle mes parents ont émigré aux États-Unis. Tu sais que ma mère ne se souvient même pas de ma date de naissance. Une fois c'est le 3, une autre c'est le 4. Si tu ne me crois pas, lis le livre qu'elle a écrit sur moi. Elle présente les choses comme ça l'arrange. C'est un tissu de mensonges humiliants. Voilà, c'est gentil. On raconte aussi que la mère de Callas n'a pas voulu prendre le nouveau-né dans ses bras avant plusieurs jours. Maria avait certainement une enfance très très dure. Sa mère lui interdisait de jouer avec d'autres enfants dans les rues de Washington Heights, entre Harlem et le Bronx. Les seules sorties étaient des promenades en famille dans le parc voisin. Mais dans un interview, Maria Callas disait aussi qu'au fond, elle n'aimait pas trop jouer avec les enfants dans la rue. De toute façon, elle était loin de ce monde-là. Elle préférait rester dans sa chambre. Elle était très réservée, Maria. Elle mangeait beaucoup. Elle était très, très seule. Portait des lunettes. D'ailleurs, toute sa vie, elle ne voyait quasi rien. Sur scène, on doit bien s'imaginer qu'elle ne voyait pas le chef d'orchestre. Ses seuls compagnons sont un couple de Canaries. Dans plusieurs interviews, dans des livres, j'ai lu qu'elle leur parlait de ses sentiments, de sa solitude. Mais je crois aussi une chose. Quand vous vivez avec des Canaries, vous les entendez chanter toute la journée, je pense que ça inspire beaucoup une chanteuse. On dit qu'un canari tout seul chante bien, mais si vous en avez deux, ils se parlent et ils
ils apprennent à chanter ensemble. Eh bien, moi, je suis sûre que ça a influencé Maria Callas. Parce que si vous lisez dans les ouvrages autour du bel canto du début, c'est-à-dire Caccini et Monteverdi, ils disent toujours si deve cantare come un uccello. Je pense que ça a toujours inspiré la voix humaine. Maria a certainement commencé à chanter autour de 8 ans, 10 ans. Sa mère a tout de suite détecté qu'elle avait eu des possibilités inouïes. On dit que la mère aurait voulu faire une carrière de chanteuse aussi, peut-être. Maria Callas disait « Ah, vous comprenez, toutes les mères ont toujours mis dans la tête de leurs enfants ce qu'elles auraient voulu être. C'est tout à fait commun. » Elle disait. Elle était un formidable impresario pour Maria Callas. Déjà à l'âge de 8 ou 10 ans, elle la faisait chanter à toutes les réunions de famille. Je pense qu'elle se mettait sur la table, elle dansait, puis elle chantait surtout la Paloma, c'était son chant préféré. Mais elle l'a aussi inscrit à des concours. Et on sait qu'autour de ses 11 ans, elle a gagné un 2e prix dans un concours organisé par la radio NBC. Il semble qu'elle ait chanté l'air de la Un bel dì vedremo de la... c'est Butterfly, Madame Butterfly. Vous imaginez à 11 ans. Moi j'ai entendu cet enregistrement. C'était une voix très très forte, avec un vibrato excessif, mais vraiment très 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 fort, très pressé comme ça. C'était assez lourd. Ce n'était rien de spécial, simplement immense, 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 immense. Donc ça c'est déjà très particulier pour un enfant de 11 ans. Sa mère l'a amené souvent à la bibliothèque pour lui faire écouter des autres chanteuses, des chanteuses. Et Maria Callas est tombée sur Rosa Poncel. Rosa Poncel était à l'époque la grande chanteuse du Met à New York. Mais bien sûr, Maria Callas n'avait pas la possibilité d'aller à l'opéra, donc elle l'écoutait sur les disques. Et il semble qu'elle ait vraiment décidé, moi, je veux devenir une chanteuse comme Rosa Poncel. C'était vraiment son idole. Elle a dû avoir un choc en entendant cette voix. Quand Maria avait 13 ans, la mère décide de repartir avec ses filles en Grèce. Visiblement, il y avait des problèmes familiaux. J'ai vu sur une photo que ses canaris l'accompagnaient. Donc, elle ne devait pas être si seule. La mère veut inscrire Maria au conservatoire de Athènes. L'audition ne convainc pas le jury, manque de technique, voix mal placée, ignorance théorique. Toujours la même chose, hein. Avec les grands talents, on les rejette toujours, ça je peux vous dire. Un jeune ténor a entendu Maria chanter dans un restaurant du Pirée et aurait parlé à son propre professeur au Conservatoire national d'Athènes qui aurait fait rentrer la jeune fille au conservatoire avec une bourse. Donc dans un premier temps, elle était chez un professeur Trivella qui était, mais comme Callas disait, de technique et d'origine française. Maria travaillait à la fois contralto et à la fois soprano, donc la voix devait vraiment être très très spéciale. Mais l'équipe pédagogique était très vite convaincue d'être en présence d'un très jeune phénomène autodidacte, très décidé à apprendre tous les secrets de la technique et ne jamais être satisfait de ses progrès. Après 1 an avec cette rivella, c'est Elvira de Hidalgo, qui est une grande soprano colorature espagnole. Elle est devenue le professeur de Maria Callas. Elle raconte que Maria Callas était extraordinairement docile, très travailleuse et une très bonne musicienne. Maria Callas jouait très très bien le piano. Sa mère lui donnait des leçons depuis fort longtemps, donc elle déchiffrait les partitions toute seule sans problème. Elle était vraiment capable d'apprendre des rôles sans corrépétiteur. Elle se mettait au piano, elle déchiffrait tout. Comme elle avait une extrêmement bonne mémoire, elle était capable d'avaler des rôles
une vitesse folle. Vous imaginez, Callas, dans sa vie, elle a fait sur scène 44 rôles, donc tous des rôles principaux, sans dire. Et encore 4 rôles qu'elle a simplement enregistrés, qu'elle n'a jamais chanté sur scène. Hidalgo disait qu'elle venait le matin à 10h au conservatoire, puis elle écoutait tous les élèves que Hidalgo avait, puis elle sortait le soir, la dernière. Je me demande quand elle travaillait, je pense pendant la nuit, ou bien ce genre de personne qui travaillait dans la tête beaucoup. Je vais vous dire ce que Callas dit à propos du chant quand elle était jeune. J'ai commencé à travailler le chant très tôt, tout comme mon professeur Elvira de Hidalgo. Nous sommes méditerranéennes. Les filles grandissent et mûrissent vite. Il ne suffit pas d'avoir une belle voix. Cette voix, il faut la prendre et la mettre en 1000 morceaux pour qu'elle devienne capable de servir les besoins de la musique, de l'expression. J'abordais Tosca très tôt. Elle l'a chanté la première fois à 18 ans, vous imaginez? À l'Opéra d'Athènes, à 18 ans, chantait Tosca. Mais Hidalgo m'a appris que, si lourd que soit le rôle, il faut garder la voix légère, ne jamais la surcharger, la maintenir aussi souple que le corps d'un athlète. Donc à 18 ans, elle chantait à la fois Tosca, Tiefland de Jeanne Albert, ça elle faisait pour l'occupant allemand, il fallait proposer un opéra allemand, et le rôle principal de Fidelio, qui est pratiquement un soprano dramatique. La Grèce est libérée en 1944, mais comme Maria a chanté pour l'occupant, elle est virée de l'Opéra d'Athènes et du conservatoire, elle perdait sa bourse. Donc, elle est retournée à New York, à 21 ans. Elle tente les auditions, rate l'audition du Met, et elle est contrainte à nouveau de chanter dans des restaurants de Greenwich Village. C'est là qu'elle a rencontré le futur directeur du Festival de Verona, qui s'appelle Giovanni Zenatello. Lui cherchait une Joconde pour le Festival de Verona. Il l'a engagé et la Callas revient dans l'année 1949 à Vérone chanter la Gioconda. Ça, c'est un moment très très important dans sa vie parce qu'elle rencontre les 2 hommes qui ont fait la Callas. Premier, c'est son futur mari, Gianbattista Meneghini, qui est un riche industriel, 26 ans plus âgé qu'elle, fou d'opéra et qui aimait faire éclore les talents. Donc lui, quand il a rencontré cette fille forte, avec un fort caractère, a dû tomber amoureux. Il est devenu son impresario, il a créé officiellement la Callas, l'a soutenue, l'a bercée, l'a aimée. D'ailleurs, il y a un magnifique livre sur les lettres d'amour de Maria Callas. Ils sont pratiquement tous destinés à son mari Meneghini. La deuxième grande rencontre, c'est Tullio Serafin qui devait diriger la Gioconda. Serafin était un disciple de Toscanini qui avait beaucoup dirigé dans les opéras en Italie, mais pas seulement les opéras italiens, mais beaucoup de Wagner et du Strauss aussi. Il la prend sous son aile. Lui, c'est vraiment la vieille école. Il lui fait apprendre les rôles de A à Z, contrôle la justesse, le rythme. Et Callas écrit: Séraphine m'a tout expliqué, mot par mot. Si je fais comme il dit, ce peut être qu'une merveille. Et cette première Gioconda ne devenait pas un triomphe, mais elle était quand même très reconnue déjà. Mais vous imaginez, à 21, 22 ans, chanter dans les arènes de Vérone devant 20 000 personnes, le rôle principal. Il faut avoir un caractère très fort pour ça. Non? Ensuite, après la Gioconda, aux surprises, elle est engagée
pour Tristan und Isolde. Donc elle chante Isolde à 21 ans. Soprano dramatique à 21 ans. Séraphine lui demande droit derrière la Valkyrie, Brunhilde, c'est encore plus lourd. Et en même temps, aux surprises, au théâtre de la Fenice, il y a le personnage principal du Puritani qui tombe malade. Et Séraphine demande à la Callas de chanter ce rôle. Alors, Puritani, c'est un soprano colorato. C'est pas léger, mais lyrique. Soprano colorato, lyrique. C'est complètement à l'envers de ce qu'elle chantait en ce moment, c'est-à-dire Valkyrie, Isolde. C'est un tout autre monde. Callas a beaucoup protesté, elle dit mais j'arriverai jamais en 6 jours de monter ce rôle, même si elle connaissait peut-être les airs, mais pas tout le rôle. Et puis en plus, dans les 6 jours, elle avait encore 3 Valkyries à chanter. Séraphine lui a dit non, si je te demande, c'est que tu peux. Et bien sûr, avec la ténacité, la force de travail qu'elle a, elle a chanté. Et ça devenait un triomphe. Et je pense que c'est ça qui a fait l'éclosion de Callas. Là, Callas qui peut tout chanter. Qui peut chanter soprano dramatique, qui peut chanter soprano coloratour. Musicalement, c'est ça. Mais elle avait encore le physique un peu ingrat, un peu fort. Voilà. Mais cette musicienne-là, je pense que c'est unique dans l'histoire de la musique. Actuellement, nous n'avons pas de chanteuses qui peuvent faire Puritani et Isolde en même temps. Je ne sais pas si vous en connaissez. Ça reste complètement unique. Voilà, alors, justement, comme nous ne connaissons pas Isolde, Callas wagnerienne, ça serait très intéressant d'entendre un bout de Liebestod de Wagner. Callas chante en italien parce elle l'a enregistré à Turin avec Séraphine 2 ans après la Isolde de Venise. Peut-être nous pourrions écouter un petit bout. Vous aimeriez tout? Un petit bout? Oui. C'est assez long.